C'est ça, c'est que dans le fond, Taureau, vous voyez ici, ça rouvre une parenthèse sur l'apport des technologies dans nos sociétés. Car les améliorations apportées par les siècles n'ont eu que peu d'influence sur les lois essentielles de l'existence de l'homme. Souvent, on a l'impression que on évolue, souvent on a l'impression qu'on va dans la bonne direction, la science a l'air d'évoluer. Mais en fait, comme Taureau le dit, les améliorations apportées par les siècles ont eu peu d'influence sur les lois essentielles de l'existence de l'homme. Les lois restent les mêmes. C'est juste qu'on apprend de plus en plus à vivre en les voyant pas. On apprend de plus en plus à vivre avec plusieurs voiles qui nous les cachent. Du temps où l'homme était totalement dépendant de la nature, les lois essentielles de l'existence lui étaient totalement dévoilées à chaque jour, dans chacun de ses gestes. Mais aujourd'hui, elles sont truquées, elles sont modifiées. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des êtres qui meurent pour les nourrir. Les gens ne se rendent pas compte de l'impact de leurs gestes sur l'environnement. Ils ne voient pas les choses qu'ils jettent, ils ne voient pas ces choses-là. Tout ça, ça leur est enlevé de la vie. Les gens ne sont pas conscients que leur faculté diminue parce qu'au fur et à mesure que leur faculté diminue, ils vont acheter l'objet technologique qui va compenser leur perte. Ah, je me souviens plus, j'ai plus de mémoire, ben, c'est pas grave, on va te vendre un agenda électronique. Toutes ces choses-là ne changent pas les lois essentielles de l'existence, mais elles modifient notre façon de vivre, c'est certain. Mais il faut se demander, c'est ce que ça le modifie dans un sens d'évolution ou de régression. Et je pense qu'en ce sens, il y a beaucoup de réponses qui vont arriver. Vous voyez ici un petit peu sur la simplicité. Nul représentant de la jante animale ne requiert plus que le vivre et le couvert. Quand vous avez un endroit à manger, un endroit où dormir, et que vous avez ce qu'il faut pour manger et boire, je veux dire, à un certain point, tout le reste est superflu. Même que je dirais que si on axait nos vies sur la qualité de ce qu'on mange et qu'on boit, mais la qualité véritable, pas juste des clichés qu'on peut s'être fait enseigner, mais tous les problèmes qu'on connaît ou qu'on connaît peut-être pas, mais d'appauvrissement des sols, de contamination des sols par divers polluants. Je pense que le citoyen, s'il était au courant de l'état actuel des choses, il comprendrait vraiment que on a perdu de vue que ce qui était essentiel, c'était le vivre et le couvert. Et même, la plupart du temps, on prend ça pour acquis. Donc, on n'a aucune satisfaction à l'obtenir. Puis, ce qui est drôle, c'est que dans la nature, on a totalement perdu la capacité de retrouver le vivre et le couvert de notre plein gré. Donc, on se retrouve vraiment dépendant de la société, dépendant de beaucoup de compagnies, dépendant de beaucoup d'instances. Et si ces instances-là ont perdu la confiance qu'on devait leur attribuer, ben, ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a plus le pouvoir, nous, de dire ben c'est ça, mais moi je vais aller vivre dans la forêt ou je vais aller vivre ailleurs. Le luxe en général et beaucoup du soi-disant bien-être non seulement ne sont pas indispensables, mais sont un obstacle positif à l'ascension de l'espèce humaine. Au regard du luxe et du bien-être, les sages ont de tous les temps mené une vie plus simple et plus frugale que les pauvres. Les anciens philosophes chinois, hindous, persans et grecs représentent une classe que pas une n'égala en pauvreté, pour ce qui est des richesses extérieures, ni en richesse pour ce qui est des richesses intérieures. Donc, personne n'a pu les dépasser en richesse intérieure, puis personne n'a pu les dépasser en pauvreté pour les richesses extérieures. Nous ne savons pas grand-chose sur eux.
Il est étonnant que nous sachions d'eux autant que nous faisons. Les mêmes remarques peuvent s'appliquer aux réformateurs et bienfaiteurs plus modernes de leur race. Nul ne peut se dire impartial ou prudent observateur de la vie humaine qui ne se place sur un terrain avantageux de ce que nous appellerons la pauvreté volontaire. Dans une vie de luxe, le fruit est luxure, qu'il s'agisse d'agriculture, de commerce, de littérature ou d'art. Il y a de nos jours des professeurs de philosophie, là on tombe dans les philosophies, mais pas de philosophes. Encore est-il admirable de professer pourquoi il fut jadis admirable de vivre. Être philosophe ne consiste pas simplement à savoir de subtiles pensées, ni même à fonder une école, mais à chérir assez la sagesse pour mener une vie conforme à ses préceptes, une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité et de confiance. Cela consiste à résoudre quelques-uns des problèmes de la vie, non pas en théorie seulement, mais en pratique. C'est tout dit, parfaitement dit. De nos jours, on dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'idées qui circulent. Mais il y a peu de choses qui se font. Beaucoup de coups d'éclat, beaucoup de choses pour se donner bonne conscience. Mais fondamentalement, on reste beaucoup dans le spéculatif, on reste beaucoup dans la parole, dans la pensée, mais pas dans l'action. Il y a eu le courant de pensée positive qui a beaucoup marché ces dernières années. Mais c'est quoi penser positif si on n'est pas capable d'agir positif? La pensée réaliste. Mais accepter cette pensée-là. Le négatif et le positif, c'est seulement des perceptions. Quelque chose peut nous sembler négatif. Mais en fait, c'est la réalité. C'est parfait. J'aime mieux être au courant d'une réalité négative, mais vraie, négative à mon sens, que d'une utopie positive. Donc, je pense que personnellement, il y a beaucoup de remises en question à faire sur le fait qu'on a tendance à penser que tout va se régler tout seul, mais qu'il faut passer à l'action. Tout le monde, chaque personne. Puis chaque personne sait ce qu'il y a à faire. C'est ça qui est le plus fascinant. C'est que je suis convaincu que chaque personne sur Terre entend ce qu'il y a à faire dans son cœur, dans sa tête. Peut-être quand vous allez vous coucher le soir, dans votre tête, vous avez des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en paix. Mais ces choses-là, c'est la clé de la solution. Puis ça commence chaque personne, une personne à la fois. Je pense qu'il n'y a personne qui peut venir dire aux autres, ce que vous devez faire, c'est ça. Ce que vous devez faire, c'est ça. Non. Je pense que chaque personne sait ce qu'elle peut faire. Chaque personne sait ce qu'elle est prête à faire. Et la seule chose qui manque à ces personnes-là, c'est de se faire confiance. Et d'apprendre à s'écouter. À écouter ces voix-là qui entrent dans d'eux. Le philosophe est en avance sur son siècle, jusque dans la forme extérieure de sa vie. Il ne se nourrit, ne s'abrite, ne se vêt, ni ne se chauffe comme ses contemporains. Comment pourrait-on se dire philosophe à moins de maintenir sa chaleur vitale suivant de meilleurs procédés que les autres hommes? Donc encore une fois, c'est que le philosophe, si on regarde le philosophe comme un... Il faut sortir des clichés, il ne faut pas s'imaginer les philosophes qu'on peut avoir dans la tête, mais le philosophe pur, là, celui qui remet en question fondamentalement tout. Lui, il va remettre en question absolument tout et il va passer à l'action. Il va trouver des meilleures façons de vivre, des meilleures façons de s'habiller, des meilleures façons, mais pas des points de vue de mode ou de recherche, d'appréciation externe, non. Moi, j'appelle ça des points de vue d'optimisation. Le philosophe